Alors, semi-prof. Alors, juste pour dire que les fondations semi-profondes font bien l'objet d'un annexe, on va dire, d'un texte réglementaire, en guillemets. C'est l'annexe P de la norme fondation superficielle. Annexe P de la norme 94-261. Donc, cette annexe-là décrit un peu le principe du calcul et ce que l'on va y mettre. Et on va dire, ce programme-là, bah, il a été pensé pour rendre compte de ce qui est écrit dans cette annexe P de la norme fondation superficielle. Donc, domaine d'application, principe de modélisation, mise en œuvre et un exercice. Alors ça, j'ai déjà évoqué hier en introduction. Voilà ce qui nous intéresse, le domaine qui nous intéresse pour les fondations semi-profondes. C'est des fondations, c'est des massifs qui sont peu déformables, hein. Donc quasi, c'est rigide. Et donc, vous avez avec un encastrement à une profondeur qui est comprise en 2,5 et 5 fois le diamètre. La particularité, c'est que ça mobilise du frottement. Ça peut mobiliser du frottement, même si en général, on le néglige, au fait. C'est plus de la réaction frontale qu'on va chercher avec des calculs, de fondation semi-profonde. Et en l'occurrence, au fait, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la possibilité de mobiliser de la réaction frontale pour équilibrer un effort en tête. D'accord? Cet effort donc de flexion, cet effort de cisaillement. Cette réaction frontale, elle n'est pas toute seule pour équilibrer, contrairement à un pieu. Vous avez vu sur les exemples qu'on a traités en fin de matinée, en début d'après-midi dans PIC-OF, un pieu sous charge transversale, il n'y a quasiment rien qui se passe en pied. C'est parce qu'il est souple. Mais une fondation semi-profonde est rigide. Il y a des choses qui se passent en pied, donc ça veut dire que la base de la fondation bouge, mobilise de la réaction de cisaillement, la réaction, on va dire, à un moment fléchissant, un moment de rappel. Et donc, les deux termes sont mobilisés. C'est la différence essentielle par rapport à une fondation profonde. Et la différence par rapport à une fondation superficielle, pour laquelle il n'y a que le terme de base et pas le terme frontal. Fondation profonde, il n'y a que le terme frontal et pas le terme de base. Et une fondation semi-profonde, il y a les deux. Donc, il faut garder à l'esprit que c'est pour ça qu'on a mis les fondations semi-profondes, on les a mises dans la norme fondation superficielle, parce que c'est comme ça que c'est perçu, et que c'est comme ça que c'est présent, enfin, c'est considéré ou traité d'un point de vue normatif. C'est une fondation superficielle pour laquelle la contribution de la réaction frontale est significative. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est avant tout une fondation superficielle, mais de fait de l'encastrement, on mobilise une réaction frontale qui n'est pas négligeable, qu'on peut comptabiliser pour équilibrer notamment les efforts transversaux. Donc, semi-prof, le programme permet d'équilibrer, ce module permet d'équilibrer par un modèle au déplacement, d'établir par un modèle en déplacement les contributions respectives de la base et du fût. Souvenez-vous de ce que j'ai dit hier en discutant, je pense, avec Alexandre, qui m'interrogeait sur le fait que est-ce qu'on peut prendre en compte la contribution de la réaction frontale, la frontale. Et ce que j'ai répondu, c'est que oui, en toute rigueur, mais en toute rigueur, il faudra rendre compte du fait que la raideur de ça est beaucoup plus faible que la raideur de ça. Donc la réaction frontale ne se mobilise pas en même temps que la réaction tangentielle. Donc c'est pour ça que quand on traite des fondations semi-profondes, il est impératif de rendre compte de ce contraste de rigidité que l'on a entre le frontal et ce qu'on a à la base. Donc ça veut dire passer par un modèle dit en déplacement. D'accord? Donc un modèle en déplacement qui tient compte des contributions respectives de la base et du fût, tenant compte des effets de non-linéarité. Donc il y a aussi, comme on est proche de la surface, en général, ça plastifie très vite. Donc il faut le prendre en compte. Et aussi, comme c'est une fondation qui bascule, entre guillemets, il peut y avoir du décollement, sous chargement LSKA par exemple, qu'il faudra pouvoir modéliser, donc il faudra pouvoir prendre en compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est pris en compte dans semi-prof. Je vais juste lancer le PowerPoint parce que c'est peut-être... Donc j'étais là. Voilà. Ensuite, vous avez ce que va vous donner semi-prof, c'est les déplacements et les efforts internes, torseur à la base. Il vous dit voilà ce que reprend la base. Et en toute rigueur, dans l'esprit de la norme fondation superficielle, c'est que ce torseur que vous allez établir à la base, il faudra ensuite revenir dans un calcul de fondation superficielle, par exemple FondSup, pour vérifier la stabilité de la base.
C'est-à-dire le calcul semi-prof permet simplement de vous dire qu'est-ce que reprend le terme frontal et qu'est-ce que reprend la base. Maintenant que vous connaissez ce que reprend la base, on va faire la vérification de la base comme étant une base de fondation superficielle. Donc ça veut dire les efforts en pied, il faudra les réintroduire dans FondSup pour faire une vérification de capacité portante traditionnelle, etc. Ensuite, vous avez ici le principe du modèle, donc le modèle qu'on va utiliser. Alors certains, pour ceux qui ont fait on va dire des fondations semi-profondes, ont sans doute entendu parler du modèle de Cassan. C'est ce modèle-là. Donc c'est un modèle de Winkler, un modèle de poutre sur ressort, de massif sur ressort. C'est similaire à ce qu'on fait dans SpeakWef. La seule différence, c'est qu'il y a des ressorts en plus en pied. Donc à la fois les ressorts en pied et les ressorts frontaux. Donc on a un torseur avec une force verticale, horizontale à un moment, et on cherche à équilibrer ça par réaction transversale et aussi par une réaction en pointe qui n'est pas uniforme, avec éventuellement des décollements, etc. Et donc ce que va faire semi-prof, c'est ça, c'est qu'il va placer ici des ressorts frontaux et ici des ressorts, on va dire en compression, qui n'autorisent aucun décollement, aucune contraction, donc qui autorisent le décollement. Donc voilà, donc ça c'est un ressort en pointe et ça c'est des ressorts frontaux. Et on va dire la base de modélisation c'est ça. Après, comme vous allez le voir, on peut faire des choses un peu plus sophistiquées si besoin. Donc en l'occurrence, par exemple, quand vous avez un massif, une fondation semi-profonde qui est très élancée en plan, ça c'est vue en plan. Donc ça veut dire une forme de parette, quoi, une section circulaire, rectangulaire. Bah, vous avez une réaction frontale, mais vous pouvez aussi avoir une réaction tangentielle. Vous pouvez distinguer les deux dans semi-prof. Mais en tout cas, pour la réaction frontale, d'accord, donc on va utiliser des lois PY comparables pour les fondations profondes. Hein. La seule différence, c'est que les effets de surface sont beaucoup plus prononcés puisqu'ils couvrent quasiment toute l'épaisseur ou la hauteur de la fondation. Tout à l'heure, je disais la dégradation approximative de la surface, c'est 2 à 4 fois B. Bah, 2 à 4 fois B, on a quasiment toute la fondation semi-profonde. Et donc voilà, donc ça sera des lois de ce type-là, avec les KF, les mêmes KF, les PF, etc. Et donc pour les KF, par exemple, on va pouvoir les évaluer par corrélation à EM, avec EM, le module pressiométrique, le modèle de Ménard, que l'on va utiliser aussi pour les fondations semi-profondes. Et puis aussi, vous avez, dans semi-prof, il va vous dire c'est quoi le facteur que vous mettez ici, en l'occurrence, en statique, c'est 1, on va prendre le KF directement. En statique court terme, c'est 2, comme ce qu'on avait vu pour les pieux. Et on plafonne, donc le mu2 égale à 0, c'est-à-dire KF2 égale à 0, c'est-à-dire on plafonne à PF1 qui prix égale à la pression de fluage. En accidentel, on démarre à 2 et on va jusqu'à la pression limite. D'accord? Et en sismique, on peut amplifier, c'est le fameux état qu'on avait discuté ce matin, on peut amplifier d'un rapport de 2 à 6 la raideur long terme, ou de 1 à 3 la raideur court terme, moyennant un facteur à spécifier par l'utilisateur. Il y a des assistants donc, dans semi-prof qui permettent d'appliquer ce que je vous montre là. Vous pouvez aussi utiliser le G. Donc si vous avez le G, vous avez une expression de KF en fonction de G. Qui fait intervenir donc le diamètre, la profondeur, etc. On peut aussi, dans semi-prof, activer si besoin, en général on néglige, mais si besoin, on peut activer le frottement axial sur le peu de fûts que l'on a. Donc un frottement axial qui est comptabilisé sur le périmètre et avec des lois similaires à ce qu'on fait pour les pieux. Donc vous avez par exemple des lois avec des pentes 4T, 4O ou 4T et des paliers PT. Donc, c'est des frottements limites, en l'occurrence. Et donc, les 4T, bah, ça, si vous reconnaissez, au fait, en réalité, ça, si on a une section qui est circulaire, le P équivalent, c'est pi fois B. D'accord? Donc, le pi se simplifie, on retrouve 2EM sur B. D'accord? Pour un sol fin. C'est ce que je vous avais montré pour un TASPI, par exemple. C'est la même chose. Et donc, avec un palier ici divisé par 5 et un QSL ici, etc., etc. Et donc, un sol granulaire, ça serait voilà, 0,8, 4 cinquièmes. Donc 0,8 EM sur B pour une section circulaire. Et on peut aussi le caractériser à partir du G, du module de cisaillement.
Et dans le cas où vous avez, par exemple, un frottement, une section rectangulaire, on peut comptabiliser la réaction tangentielle, d'accord, ici. Et cette réaction tangentielle, bah, en fait, on la comptabilise sur L moins B. B étant frontal, L, c'est cette distance-là. Et en fait, comme pour les barrettes, on la comptabilise sur L moins B. L, la longueur totale, moins B. B, c'est ça. Donc ici, vous avez P sur 2, P sur 2. Et donc, ça, c'est une réaction tangentielle. Là aussi, on utilise des lois de frottement. Ça, c'est un frottement horizontal, on va dire. Après, dans SemiProf, il ne vous autorise pas à utiliser à la fois le frottement horizontal et le frottement vertical. C'est l'un ou l'autre. Voilà, l'un ou l'autre. Donc, et puis voilà. Et après, il y a des effets de dégradation à proximité de la surface à prendre en compte. Il vous donne le choix d'imposer vous-même la valeur en surface. Ça veut dire pas forcément le 0,5. Vous pouvez démarrer de 0 si vous voulez. En général, c'est 0,5. Et puis là, c'est 2 à 4 fois le diamètre, comme d'habitude. À la base, bah, c'est une base de fondation superficielle avec une loi de pression-déplacement qui est plafonnée à une valeur qu'on va prendre généralement égale à la pression de fluage. Voilà. Donc l'idée, c'est que la raideur en pointe, bah, c'est quelque chose que l'on peut estimer à partir par la modèle de Ménard à partir du pressiomètre. On peut aussi estimer avec la cécité, les solutions de la cécité. Et puis là, vous avez le même principe pour une fondation rectangulaire. Donc là aussi, vous pouvez estimer ça à partir de modèle de Ménard ou des solutions d'élasticité. Sachez que si possible, mais ça aussi c'est quelque chose qu'on a généralement tendance à négliger, c'est le frottement à la base. Donc on peut aussi l'activer si besoin, mais moi ce que je vous recommande, c'est faites d'abord le calcul sans prise en compte du frottement à la base. Si ça passe, c'est déjà pas mal. Donc ça vous permet de vous affranchir d'un certain nombre de justifications de qu'est-ce qu'on a mis pour la raideur horizontale, etc., comme frottement limite, etc. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on commence par le plus simple. Si ça marche, pas la peine de compliquer. Et donc là, vous avez le principe, c'est que bah, c'est des ressorts qui plafonnent à un certain frottement limite et avec une raideur tangentielle. La raideur tangentielle pour une section circulaire, quand on regarde les solutions d'élasticité pour un coefficient de Poisson de 0,3 par exemple, c'est 4/5 de la raideur verticale. Et puis, quand on a une section rectangulaire, bah, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, voilà, ça fait intervenir L sur B, un coefficient de corrélation entre KH et petit kV. Donc, tout ce que je vous donne là, il y a des assistants qui permettent de le générer. Et puis après, le Tomax, bah, c'est quelque chose qui doit tenir compte du fait qu'il y a une contrainte verticale, donc il y a un domaine de stabilité entre contrainte verticale et contrainte tangentielle, moyennant l'angle de frottement. Alors, pour ceux qui ont l'œil, au fait, c'est les mêmes expressions que pour le I delta qu'on utilise pour les fondations superficielles. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'on